Eh mais qui revoilà? C'est le podcast de votre maître préféré? De votre professeur préféré? Mais oui, appelez-moi maître, enfin. Dans un mois où notre cher Benoît Saint-Denis, dont je suis fan, bien que nous sommes sur un podcast sans anglicisme, n'est-ce pas, a terminé en mode grappe de raisin dans un UFC magnifique, dans une actualité de boxe assez exceptionnelle, et le retour de notre grand Ngannou qui m'a, et c'est suffisamment rare pour être noté, vraiment mis les larmes aux yeux à la fin de son combat. Voilà, ce podcast est en retard d'un mois, n'est-ce pas? Mais non, j'ai pas vraiment d'excuses, hein, une baisse de motivation pour le podcast, qui n'a toujours pas l'audience que je souhaiterais qu'il ait, puisque je suis convaincu que ce podcast pourrait mériter davantage d'audience, mais ce n'est pas grave, on va reprendre le travail, reprendre le combat pour espérer atteindre non pas la notoriété que je souhaite, mais espérer impulser un changement peut-être dans l'éducation. C'est plutôt là qu'est mon objectif. La notoriété, ce n'est pas pour rien que je suis en anonyme, je n'en ai rien à foutre. Bien au contraire. Que s'est-il passé dans ce nouveau mois? Donc on a dit une actualité de boxe brûlante, je ne sais pas pourquoi j'ai démarré par là, mais vous l'avez peut-être entendu depuis quelques podcasts, j'essaye également d'improviser davantage et de développer, puisque tant qu'à faire, hein, j'insiste là-dessus, tant qu'à faire, si ce podcast n'a pas la réception escomptée, au moins qu'il me serve à développer mes divers talents, et le talent pour l'improvisation ne fait pas partie de ma palette de compétences, et je souhaite bien entendu élargir cette palette de compétences. Quoi d'autre de nouveau pendant ce mois-ci, en dehors des projets dont je ne parle pas mais que je mène toujours, donc évidemment, vous le savez rien qu'en regardant mon logo, mais oui, je suis passionné de boxe, je pratique la boxe anglaise, le karaté et j'espère bientôt d'autres arts martiaux encore. Donc j'étais le premier devant l'UFC Paris, hein, j'ai payé El Famoso RMC Sporté pour 25 € juste pour la soirée UFC. Je me suis dit bon allez, c'est pas grave, c'est comme si comme si je payais un pay-per-view, n'est-ce pas, pour parler encore une fois rose beef. Quoi d'autre? Oui, le combat des mi-lourds, Beterbiev et Abitmol, là. Celui-là, je n'ai vu que les highlights, je vous l'avoue. Je n'étais pas si hypé que ça pour ces deux combattants que je connaissais moins bien. Et par contre, je l'ai déjà évoqué également au tout début, Ngannou, quel homme. Tu m'as réellement mis les larmes aux yeux après avoir vécu l'enfer, et en plus, sportivement, revenir de 2 défaites contre des champions, c'est certain, de boxe anglaise, revenir au MMA et faire une telle performance, c'est exceptionnel. Et cette fin, on n'a jamais vu un boxeur qui ressemble à ce point à un behemoth. Je ne suis même pas certain de la prononciation de ce mot, mais le mec est un monstre physique. Et à la fin de son combat, après avoir remporté haut la main son combat, il fond en larmes. On voit un géant fondre en larmes, tous ses entraîneurs fondre en larmes, rien que d'en reparler, j'ai pratiquement les larmes aux yeux. C'était beau, un beau moment de sport, un beau moment de communion avec ses coachs. Et Ngannou, bon, j'imagine que tu n'écouteras jamais ce podcast, mais je ne te souhaite que le meilleur. Tu es un très 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 grand champion et un homme également exceptionnel. Quoi d'autre de nouveau pendant ce mois? Je m'intéresse depuis 3-4 semaines à ce que l'on appelle l'art sartorial, puisque voilà, encore une fois, perspective de développement dans absolument toutes les sphères de ma vie. Et je faisais partie de ces gens qui faisaient partie de la communauté des profs qui ne savent pas s'habiller, ce qui est totalement
un contresens, et pourtant ça ne l'est plus en 2024, mais en 1990, je sais pas, c'est une date qui m'est venue comme ça aurait été un contresens. Pour ceux qui ont été au collège en même temps que moi, vous avez tous connu des profs en costume, cravate, l'élégance masculine, et puis ça s'est perdu. Aujourd'hui, on a des profs en jogging, en survêtement, en short, en t-shirt. Et donc aujourd'hui, depuis quelques semaines, je suis l'exception qui confirme la règle, puisque je me ramène à l'école pour faire classe à mes loulous, à mes élèves, en costard. Et je dois bien avouer que j'adore ça, déjà parce que j'aime bien embêter un peu les nouvelles règles de pseudo-bienséance qui devraient s'appeler règles de malséance finalement, si l'on y pense pour la rime. Mais quitte à y penser, autant penser les plaies de cette éducation nationale malade, n'est-ce pas? Tant qu'à rester dans les belles lettres à l'oral, toujours en improvisation totale et toujours dans les rimes, n'est-ce pas? Bref, voilà, une nouvelle passion est née pour cet art sartorial que je découvre petit à petit. J'ai appris, je ne vous donnerai pas mon âge, je ne veux pas donner trop d'indices quant à mon identité que je souhaite préserver pour le moment. Mais voilà, j'ai appris il y a quelques semaines à nouer une cravate. Je ne sais pas si c'est une honte de ne l'avoir appris que maintenant, ou une fierté d'avoir quand même finalement fini par l'apprendre. Voilà, vous savez tout. Je suis très peu satisfait ou très insatisfait, je ne sais pas si ça explique mon absence pendant un mois, mais je suis très insatisfait du dernier épisode sur le quorum, vous savez lequel, n'est-ce pas? Faut que j'arrête de dire n'est-ce pas, je n'aime pas ça du tout. J'ai l'impression d'être un fucking roast beef. Donc, retour sur l'épisode du quorum dont je suis très insatisfait. Je trouve que c'est le pire épisode que j'ai pu produire. Mais bon, tant pis, j'espère que si vous l'écoutez, il plaira quand même. Et voilà, l'objectif, c'était peut-être pas de... J'aurais aimé faire un bon épisode, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est de laisser une trace, de garder trace du fait que j'ai dit que quelques vérités sur ce qu'il s'est passé au cours de cette période au sein de l'éducation nationale, et pourtant je pense n'avoir rien dit de choquant. Ce qui est choquant, c'est que nous ayons accepté tout cela sans maudire, en deux mots, et non pas en un seul mot, donc sans maudire, et c'est tout à fait anormal pour quelque chose qui a été aussi bénin, et pour tout le mal que nous avons fait aux élèves en laissant tout cela advenir. Je reprends donc ce podcast, vous savez, j'ai déjà big upé, même s'ils ont une audience largement supérieure à la mienne, donc ce serait plutôt l'inverse qui devrait avoir lieu, j'espère y avoir droit un jour, mais bon, bref, les derniers podcasts du Raptor et de Papacito ont été particulièrement virulents à l'encontre des profs, ce que je peux tout à fait entendre, mais... Justement, soyons la nouvelle voix de cette nouvelle génération de profs. Ne nous laissons pas faire. Enfin, non, ce n'est même pas ça que l'on devrait dire. C'est plutôt cherchons les points sur lesquels on pourrait progresser pour aller plus loin et permettre à cette nouvelle génération de profs de permettre à notre nouvelle génération tout court, à notre belle nation française, de produire de l'excellence tant sur les plans physiques que du bien-être mental et également social. Voilà pour cette pré-introduction. Et la rentrée sans ministre, le sketch se poursuit. Ah si, on me dit dans l'oreillette que elle fut nommée le jour ou peut-être même la veille du dernier podcast. Rien à signaler il me semble, rien à foutre, et pourtant j'aimerais en avoir quelque chose à cirer, mais à part de belles pompes pour me présenter malgré tout face à notre nouvelle génération, vêtue de mon plus beau costume et de mes plus belles intentions surtout, puisque encore une fois l'élégance masculine sartoriale, ce n'est pas que l'extérieur vestimentaire, mais également toutes les valeurs qui vont avec cette notion d'élégance masculine. Nous en reparlerons dans un futur podcast, puisque c'est encore tout nouveau pour moi, mais vraiment j'essaye de tout faire pour que
cette élégance vestimentaire nouvelle pour moi, puisque j'étais le premier à m'habiller comme un gros sac, pour dire les choses, se répercutent, ou plutôt non, suivent toutes les autres belles qualités que j'essaye de promouvoir au quotidien. Donc, rien à signaler, rien à foutre de cette nouvelle ministre. J'aimerais en avoir quelque chose à foutre pourtant. Mais bon, bref, donnons plutôt à notre jeunesse, ministre ou pas, cette tenue morale, intellectuelle, physique et spirituelle même, si je n'ai pas le droit de l'évoquer directement. Spiritualité laïque, lol, comme disent les jeunes. Bonjour, bonsoir les loups et les loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite. L'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France. Et tout ceci, enfin, en passant évidemment par la plus belle région du monde, l'Alsace. Et si tu n'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et prends-moi donc un bretzel, je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans tes apéros. Et oui, maintenant je te tutoie. Cette émission, puisqu'ici l'on tâchera au maximum de parler français, durera une petite heure, on va essayer de se tenir à 3/4 d'heure, mais on n'y arrive toujours pas. Et cette émission est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain, dans un esprit sain, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée, afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun de l'améliorer, de la faire progresser constamment. Voilà un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants, pas grave, cela viendra. Tout comme le public pour ce podcast, j'ai foi et confiance dans ce que je propose au travers de cette émission qui avait, j'espère que vous en étiez triste, disparu depuis plus d'un mois. Cette émission est d'un point de vue personnel un excellent exercice afin de hiérarchiser et ordonner mes pensées pour faire entendre en anonyme pour le moment du moins une voix de prof comme l'on n'en entend jamais. Je m'astreins donc à une discipline de pensée et de transmission, non seulement à mes élèves de par mon métier hors antenne, mais à vous également, je vous présenterai mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends, afin que les parents nous rappelleront à chaque podcast que la famille est la première éducatrice de notre jeunesse. Futurs parents, profs, tout membre de la communauté éducative que nous avons déjà définie, ou même les curieux, et il est fort bien de l'être, et les anciens que je salue sachent ce que vivent ou vivront les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous aborderons les problèmes de ces mêmes profs tout en défendant les autres professions valables et vertueuses, en clamant haut et fort que les profs ne sont pas les plus à plaindre d'une part et sont en plus responsables en grande partie de la merde dans laquelle ils se sont fourrés eux-mêmes depuis un certain mois de mai d'une année que je n'ai pas besoin de citer, ou de citer, si je dois faire une rime avec le mois de mai. Si tu veux que je te la mette. Oula, pardon. Nous rappellerons aux profs la notion de neutralité politique. Vous me direz que je ne la respecte pas toujours, certes, loin s'en faut, mais vous êtes des adultes responsables, capables de vous faire vos propres opinions, de débattre, d'écouter sagement une discussion qui vous est téléversée dans vos oreilles bien nettoyées et non coton-tigées, n'est-ce pas ? Faut que j'arrête de parler comme ça. Bref, vous êtes des adultes responsables, capables de vous faire vos propres opinions, je l'espère. Personne ne vous enjoint à écouter, à gober tout ce que je déblatère sans y réfléchir, bien au contraire. J'espère une écoute active et j'aimerais bien une session commentaire fournie. Mais cela viendra, encore une fois, soyons positifs. Comme dirait Raffarin, la positive attitude. Encore plus lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles, ce qui a un nom, en plus de me casser les couilles menues, soyons honnêtes. Au mieux, manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge, et au pire, pédocriminalité.
il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante comme des élèves, retrouver valeurs et vertus perdues ou en voie de perdition, voilà nos combats essentiels. Ne cédons pas aux modes et pseudo-dictates moraux, aux conséquences catastrophiques pour notre jeunesse, et montrons au contraire la voie à la future génération par le combat des idées s'il le faut, et si il faut mener ce combat ailleurs, vous avez vu ce logo, nous le ferons à coups de bretzel. Pour résumer en mots-clés ce que vous retrouverez dans cette émission, promotion du goût de l'effort, du travail et défense de la beauté de notre pays, discussion, aiguisage de nos esprits critiques, adoption d'une mentalité positive sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action, podcast salé, émission salée sans langue de bois qui aura pour but ultime de lutter contre le nihilisme ambiant et dégradant dans notre beau pays, de faire évoluer l'école, pourquoi pas notre société entière. J'ai beaucoup d'espoir, absolument aucune fausse modestie pour cette émission. Je souhaite que cette émission soit l'un des fers de lance qui nous permettra plus tard d'aller vers un modèle que j'espère bien plus sain. Cette émission sera préparée en amont, mais cependant je ne ferai pas de travail de redécoupage, j'en fais même de moins en moins. J'ai d'autres projets à mener à bien dans cette vie. Je profite de ce podcast pour m'entraîner à l'improvisation. C'est un exercice que j'apprécie grandement, tout comme le fait d'essayer de parler 1 heure sans interruption, même si quelque part dans mon métier j'en ai l'habitude, mais ce n'est pas tout à fait le même exercice puisque je n'ai pas devant moi une petite horde d'élèves qui ont du répondant et peuvent me donner le change. Là, je suis seul face aux ondulations magnifiques de ce site merveilleux, de cette application merveilleuse qu'est Audacity. J'espère que vous pardonnerez donc les bégaiements, égarements, prises d'eau et de caféine lors de l'enregistrement pour l'authenticité que cela apportera au podcast, qui je l'espère aura beaucoup à vous offrir. Voici le plan de cette émission, première partie. Aujourd'hui, un sujet plus que tendax, comme disent encore une fois les jeunes. Il faut bien que je m'adapte à ma génération, au moins un peu, puisque pour le reste, nous sortirons la cravache pour ne point nous laisser faire, voire la canne épée. Ne nous laissons point faire par cette jeunesse sous-éduquée et qui est pourtant censée s'occuper de cette éducation. Les profs. Oui, enfin, nous ne sommes pas seuls responsables et nous rappellerons, comme à chaque fois, que c'est la famille la première éducatrice, n'est-ce pas ? Point sensible donc s'il en est, l'inclusion dans notre belle éducation nationale. Deuxième partie, résumé et analyse d'un ouvrage, le premier tome des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Troisième partie, un article scientifique sur le thème global de l'inclusion. Quatrième partie, une citation. Et enfin, un nouveau mot, puisque vous savez désormais depuis le premier épisode, pour les quelques-uns qui écoutent depuis le premier podcast, vous savez l'importance d'enrichir toujours votre vocabulaire et de ne jamais accepter les injonctions que vous recevez parfois dans cette société à la con d'appauvrir ou de laisser appauvrir passivement votre vocabulaire. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, vous pouvez écouter le premier épisode ou bien vous intéresser au livre, voire au film si vous êtes des grosses feignasses. 1984. L'inclusion à l'école de la République. Alors oui, effectivement, actuellement, le mot République, on est d'accord, ou en tout cas, j'espère que ce n'est pas valable que pour moi, c'est un mot qui ne fait pas rêver. Mais bon, il se trouve que nous y sommes, faisons avec et faisons de notre mieux. Encore une fois, pour notre jeunesse, c'est notre objectif numéro 1. Sachons mettre notre ego de côté. Petite introduction rapide de l'exclusion à l'inclusion. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de l'exclusion, je vous invite à lire Foucault. Alors non, pas Jean-Pierre Foucault, je crois qu'il s'appelle, le mec qui veut gagner des millions, n'est-ce pas ? Mais Michel Foucault, un chauve, comme moi.
Bref, l'inclusion des élèves en situation de handicap dans l'école de la République, c'est une question d'équité et de justice sociale qui a grandement évolué au fil du temps. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller lire Michel Foucault, c'est fort intéressant pour savoir à quel point nous sommes passés de l'exclusion à l'inclusion, ou même plutôt de l'invisibilisation totale à l'inclusion. Alors invisibilisation, si je veux reprendre Papacito, pas tout à fait, hein, le lancer de nain, ça existait, n'est-ce pas? Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on était plutôt sur une invisibilisation, une exclusion, plutôt que la recherche de l'inclusion. Hein. Historiquement, les enfants en situation de handicap étaient très souvent exclus du système éducatif français, considérés comme inadaptés à l'enseignement traditionnel. Il a fallu attendre les bouleversements sociaux et politiques, encore une fois d'un certain mois de mai d'une année que nous ne citerons pas, qui n'a pas eu, soyons honnêtes, que du négatif, notamment après les 2 grandes guerres mondiales, pour que la société commence à réfléchir à leur place dans les institutions, dont l'école, puisque ces 2 grandes guerres mondiales, instituées par la République, où ce n'était point les armées de métier qui s'affrontaient, mais la France entière, et ça a donc laissé un pays avec un pied beau, n'est-ce pas? Donc bref, il a fallu s'occuper quand même de ces personnes-là qui étaient en situation de handicap, pour parler comme l'on doit parler au XXIe siècle. Et donc, voilà, il a fallu ceci pour que l'école, l'institution, commence à réfléchir à leur place au sein de l'école de la République. Aujourd'hui, la notion d'inclusion ne se limite plus seulement d'ailleurs à ces élèves en situation de handicap, mais s'étend à tout ce que l'on va appeler les élèves à besoins éducatifs particuliers, qu'il s'agisse d'enfants issus de l'immigration ne maîtrisant pas la langue du pays dans lequel ils vont se retrouver, qu'il s'agisse de réfugiés politiques dus à des guerres ou d'immigration choisie, etc., etc. Les élèves allophones nouvellement arrivés en France, les handicaps divers et variés, et ça va même aller jusqu'à simplement des élèves qui ont des petites difficultés comme de légères dyslexies ou bien un certain retard, peu importe sa cause, dans les apprentissages. L'objectif est de prendre en compte la diversité des parcours et des difficultés, de s'adapter tout en essayant, et c'est là que le bas blesse souvent, de ne pas se retrouver à niveler vers le bas. Et pour ça, on va le voir, c'est une question de moyens, mais pas uniquement. L'histoire de l'inclusion des élèves handicapés en France. L'histoire de l'inclusion des élèves en situation de handicap est étroitement liée à celle de la reconnaissance des droits des personnes handicapées en général. Après les 2 guerres mondiales, la France a dû faire face à un nombre croissant de personnes blessées ou mutilées. Ces événements ont déclenché une réflexion sur la manière de prendre en charge les personnes en situation de handicap, tant sur le plan médical que social. Les premières initiatives centrées sur la réadaptation et la réinsertion des blessés de guerre ont marqué un tournant dans l'accompagnement des personnes handicapées. C'est dans cette perspective que la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, d'abord en 1975, posera les bases de l'obligation éducative pour les enfants en situation de handicap. Il faudra ensuite attendre la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pour que l'école devienne réellement, toujours avec quelques guillemets, mais quand même, inclusive. Cette loi instaure l'obligation de scolarisation pour tous les enfants en affirmant le droit à une éducation dans l'établissement le plus proche du domicile de l'élève et ouvre la voie à un accompagnement individualisé. Quelques dispositifs d'inclusion, des CLIS aux Ulysses. J'ai essayé de le dire vite pour que ce soit rigolo, j'ai raté. Dans les années 90, les CLIS, ou classes pour l'inclusion scolaire, ont été mises en place pour accueillir des élèves en situation de handicap dans des classes spécifiques au sein des écoles ordinaires. Ces classes ont évolué pour devenir les Ulysses en 2015, présentes aujourd'hui aussi bien dans les écoles élémentaires que dans les collèges et lycées,
même si elles sont plus rares dans les collèges et dans les lycées. Bon, entre CLIS et ULIS, soyons clairs, c'est l'acronyme qui change. L'idée de base reste la même. Les ULIS permettent à des élèves ayant des besoins particuliers, troubles cognitifs, moteurs, sensoriels, de bénéficier d'un enseignement adapté tout en favorisant leur inclusion dans des classes ordinaires lorsque cela est possible. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les parents? Ça veut dire que si je prends un élève qui est en classe ULIS, il va peut-être et qui serait dans un niveau CE2, d'accord, qui est dans la tranche d'âge d'un élève de CE2, il ne fera peut-être pas avec les élèves de CE2 le français et les mathématiques, parce que peut-être que pour le moment c'est trop compliqué pour lui. Il fera cela avec son maître ou sa maîtresse de la classe ULIS, et en revanche il retrouvera sa classe d'âge de CE2 pour le sport, la musique, les arts visuels, etc. C'est souvent comme cela que ça se passe, tout en prenant en compte tout ce qui est différenciation que les enseignants mènent dans leur classe. Voilà, l'objectif est de leur permettre de bénéficier d'un enseignement adapté en favorisant leur inclusion. Et idéalement, il y a des classes ULIS pour les troubles de l'hyperactivité, des classes ULIS pour les 10 et des classes ULIS pour à peu près chaque type de handicap. C'est l'idée, sauf que, voilà, vous savez, les moyens alloués à ces dispositifs-là, c'est comme ça. Et du coup, c'est là que le bas blesse, malheureusement. Ce matin, n'importe quoi, ce modèle repose sur l'idée de l'inclusion progressive. L'élève intègre la classe ordinaire pour certaines matières ou activités selon ses capacités, c'est ce que je vous expliquais, tout en ayant des moments dédiés dans la classe ULIS pour un accompagnement renforcé avec l'ensemble des élèves ULIS, donc pas du CP au CM2 par exemple, ou de la 6e à la 3e. L'intérêt de ce dispositif réside dans son rôle de passerelle permettant aux élèves de développer à la fois des compétences scolaires et des compétences sociales au contact de leurs pairs non handicapés ou pas en situation de handicap, pour parler plus correctement en version 21e siècle. Les limites des ULIS, c'est encore une fois que les moyens sont très insuffisants pour quelque chose de fort ardu, de très beau sur le papier, mais fort ardu. Cependant, malgré ces avancées, l'inclusion des élèves en situation de handicap rencontre des difficultés. Tout d'abord, le manque de moyens humains et matériels reste un frein majeur. Le nombre d'AESH ou accompagnants des élèves en situation de handicap est souvent insuffisant. Leur formation très incomplète, leur salaire, n'en parlons même pas. Tout cela rend l'accompagnement difficile pour eux comme pour les élèves qu'ils accompagnent. De plus, certains élèves devraient relever plutôt d'un institut médico-éducatif tant leur handicap ou leurs difficultés sont grandes et ne leur permettent pas d'être intégrés à une classe normale. Et lorsqu'ils se retrouvent de force intégrés à une classe normale, c'est la catastrophe pour l'AESH, l'enseignant, les élèves de la classe normale et lui-même. Donc c'est même pas le serpent qui se mord la queue, c'est le serpent qui se mord la queue, les yeux, les oreilles et tout ce qui va avec. Donc, faute de place ou de moyens, ils sont orientés vers les ULIS ou même des classes ordinaires où ils se retrouvent en grande difficulté. Et donc, à une heure où le Sénat, mes couilles, augmente le salaire de tous ces occupants et que l'on a 3 fois plus d'hommes et de femmes politiques inutiles que n'en compte l'Allemagne, eh bien, on leur donne des moyens supplémentaires, mais pas à nos élèves en situation de handicap. Voilà. Pauvre loulou. Le problème de la surcharge des classes et de la formation des enseignants face à cette diversité de handicap est également à soulever. Les enseignants se sentent souvent démunis pour répondre à certains besoins des élèves, ce qui peut mener à une inclusion dans les faits, mais pas efficace sur le plan pédagogique, voire délétère. Et là, ça peut très vite mener à catastrophe pour tout le monde. Encore une fois, vers une inclusion élargie,
les élèves à besoins éducatifs particuliers, les allophones, etc. Allophones, pour rappel pour certains, ce sont les élèves qui ne parlent pas français, qui arrivent à l'école sans parler français. Et je ne parle pas de ceux qui arrivent en petite section sans connaître un mot de français, c'est déjà un souci, mais c'est même pas ça, c'est non, qui arrivent de l'étranger pour intégrer l'école française, mais qui ne parlent pas français. L'inclusion ne concerne pas uniquement les élèves en situation de handicap, elle s'étend aussi aux élèves à besoins éducatifs particuliers, parmi lesquels on trouve ceux ayant des troubles de l'apprentissage, des difficultés comportementales, ou encore des élèves allophones nouvellement arrivés. Pour ces derniers, des dispositifs spécifiques comme les classes UPE2A, autrement appelées c'est l'acronyme, et puis donc c'est Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, ont été créés afin de faciliter leur apprentissage du français tout en les intégrant progressivement dans les classes ordinaires. Ces dispositifs visent à répondre aux besoins de tous les élèves en adaptant les pratiques pédagogiques aux difficultés spécifiques, que celles-ci soient liées à une barrière linguistique ou à des troubles de l'apprentissage. Cependant, tout comme pour les élèves en situation de handicap, les moyens alloués à ces dispositifs sont très souvent insuffisants et les enseignants, même volontaires, manquent souvent de formation pour accompagner ces publics. Conclusion, vers une inclusion plus équitable et adaptée, l'inclusion des élèves en situation de handicap et des élèves à besoins éducatifs particuliers dans l'école de la République, c'est une avancée majeure, c'est certain, vers une société plus juste et plus solidaire. Là, je n'ai absolument aucune ironie dans mon propos. Absolument pas. Toutefois, des améliorations restent nécessaires pour que cette inclusion soit effective et bénéfique pour tous. Et ça, encore une fois, c'est là que le bât blesse et qu'on finit malheureusement avec des situations où c'est non pas bénéfique pour tous, mais catastrophique pour tous. Et là, par contre, c'est beaucoup plus emmerdant de voir que ces enfoirés de politique restent les bras croisés face à ça. Il est impératif d'augmenter les moyens matériels et humains, de renforcer la formation des enseignants et des AESH et d'assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs du système éducatif et médical. Et également rendre un peu plus transparent les parcours et tout ce qui est démarche administrative pour les parents, puisque j'en ai pas trop parlé dans ce développement, mais c'est également un problème. Il faut que la communication dans tout ce qui est communauté éducative soit beaucoup plus transparente, bénéfique pour tous, et que l'on montre justement à nos enfants, à notre jeunesse, que nous sommes en mesure de dialoguer. Dialogue qui a disparu de ce pays depuis quelques années déjà. Ça aussi, c'est un problème. En comparaison, des pays comme la Finlande, que je cite souvent pour la qualité de son système éducatif, ont réussi à mettre en place des systèmes inclusifs plus souples, avec des classes moins chargées, ce qui aide déjà, un accompagnement individualisé pour chaque élève. La France pourrait s'inspirer de cela pour aller plus loin dans sa démarche d'inclusion en faisant de l'école un lieu véritablement adapté à tous, quels que soient les parcours et les difficultés des élèves. Deuxième partie, d'Artagnan les mousquetaires, un idéal, Dumas une plume qui caresse et pique, voire lacère. Alexandre Dumas est le souffle épique des trois mousquetaires, une ode à la vie, à la bravoure et à l'action. Petite introduction, Alexandre Dumas, un alchimiste des mots. Notre cher Dumas, né en 1802, est l'un des auteurs les plus prolifiques et appréciés de la littérature française. Il est le fils d'un général d'origine haïtienne. Il a connu la montée du romantisme tout en restant fidèle à une plume énergique, vibrante et accessible. C'est un homme de lettres, de théâtre, mais aussi de voyage et d'aventure. Il a eu une vie bien remplie, y compris en dehors de l'écriture. Il a su puiser dans ses propres expériences, ses rêves et les péripéties de l'histoire de France pour tisser des récits d'une vitalité inégalée. Les Trois Mousquetaires, dont le premier tome a été publié en 1844, est une œuvre qui transcende les époques. Écrit dans une période marquée par les bouleversements politiques du XIXe siècle, ce roman feuilleton plonge le lecteur dans une France du XVIIe siècle déchirée par les intrigues politiques,
mais où l'honneur, l'amitié et le courage rayonnent avec éclat. Et avant de démarrer le développement sur les trois mousquetaires, je tiens à signaler que Dumas lui-même était, ou plutôt a participé à des duels. Je vais, même si ce n'est pas dans la partie citation, vous citer d'ailleurs une citation que j'adore sur les duels et qui aurait pu d'ailleurs être faire partie de la partie justement sur les citations, mais je vais vous la citer maintenant. J'en citerai d'autres, ne vous en faites pas pour cette partie citation. Cette citation que j'adore et qui me revient à l'instant en mémoire donc et que je place maintenant, la voici. Battez-vous à tout propos, battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et que par conséquent, il y a 2 fois du courage à se battre. N'est-ce pas une citation magnifique à méditer? Le contexte des trois mousquetaires, on y arrive, une épopée en 3 actes. Alexandre Dumas compose les 3 tomes des mousquetaires, même si nous ne parlerons que du premier aujourd'hui. Je viens à peine de démarrer la lecture du second tome. Il rédige les 3 tomes des mousquetaires à une époque où la France traverse de grandes secousses politiques et sociales avec des révolutions successives qui cherchent à redéfinir l'équilibre des pouvoirs entre le peuple, la monarchie et la bourgeoisie montante. Nous sommes à l'époque de Richelieu et de Louis XIII. La monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe, tente d'instaurer une stabilité fragile, mais le peuple gronde. Ça, c'est pour le 2e tome qui se passe, donc 20 ans après, c'est le nom du tome, lorsque Louis XIV n'est encore qu'un enfant et que c'est Anne d'Autriche, ou je dis une bêtise, qui sert de régente, ce qui fait l'intérim. Et viendra ensuite le 3e tome, le Vicomte de Bragelonne, dont je ne peux pas parler puisque je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Je vais me le faire fort bientôt, de façon prompte. Tout cela crée un écho à une période troublée en célébrant l'esprit de bravoure et d'idéalisme à travers des personnages qui se battent non pour des idéologies politiques, mais pour des valeurs humaines universelles et qui transcendent, si je peux dire, les genres et les partis politiques. Nous en reparlerons. L'amitié, l'honneur et l'amour. Le premier tome des 3 mousquetaires, la naissance d'un héros et d'un mythe qui va dépasser donc le réel d'Artagnan, qui se retrouvera totalement dépassé par celui créé, pas de toute pièce, mais en tout cas créé par Dumas. Le premier tome s'ouvre sur l'arrivée de D'Artagnan à Paris, jeune gascon au cœur brûlant d'ambition et de fougue, un homme animé par une envie de conquérir la vie. Ses premières rencontres marquées par des duels avec les 3 mousquetaires dans la même journée, Athos, Porthos et Aramis. Athos, le noble, Porthos, le papacitesque. C'est comme ça que je l'imagine. C'est un grand gaillard, plein de vie, et je l'imagine aussi plein de gouaille et de noblesse gaillarde. Et Aramis, lui, c'est deviendra plus ou moins prêtre. Je crois que c'est pas tout à fait prêtre qu'il est, mais il rejoint en tout cas les ordres et devient, je vais dire une bêtise par rapport à Dumas, je m'en excuse, je sais plus ce qu'il devient exactement, c'est ni tout à fait moine ni prêtre, pardonnez-moi. Il pose donc les bases d'une amitié inébranlable. Ensemble, ils forment une bande de frères d'armes, prêts à affronter les tempêtes de la vie avec une devise immortelle, tous pour un pour tous. Ce premier volet est une danse épique entre l'insouciance de la jeunesse et la gravité des enjeux politiques qui secouent le royaume. Les mousquetaires, tout en étant pris dans les jeux complexes des intrigues de cour orchestrées par Richelieu, continuent de croquer la vie avec audace, bravant les dangers, luttant pour protéger l'honneur de la reine contre les manœuvres perfides de Milady, personnage emblématique de la traîtrise et de la manipulation. L'écriture de Dumas, vive, piquante, élégante, embarque le lecteur dans un tourbillon d'aventures où chaque scène est un tableau vibrant de couleurs et d'émotions. Dumas ne se contente pas de raconter une histoire, il insuffle une énergie vitale à ses personnages qui nous rappellent que les épreuves de la vie, aussi dures soient-elles, ne doivent jamais nous faire perdre de vue ce qui compte vraiment, l'amitié, la loyauté, le courage.
D'Artagnan, à la fois impétueux et stratège, est le modèle de celui qui, malgré les embûches, ne cesse de se relever, encore et toujours prêt à affronter des défis plus grands que lui et à surmonter des peines, sans vouloir vous spoiler le l'ouvrage. Une plume vibrante et actuelle, une leçon de vie pour aujourd'hui. Ce qui frappe chez Dumas, selon moi, c'est la vigueur et la modernité de sa plume, qui est à la fois belle par de grandes envolées lyriques à la Cyrano, et en même temps très aisée à lire, et tout en restant fort éloigné d'un langage familier. C'est D'Artagnan se lance dans des alors non pas dans des tueries, mais dans des duels où certains finissent par mourir, mais jamais au grand jamais. Un mot, là c'est moi qui perds mes mots, un mot faible et qui n'aurait point d'attrait. Il n'a que des expressions, des répliques emplies de vie et qui montrent la fougue de sa jeunesse, puisqu'il a 19 ans, je crois, lorsque Dumas écrit son histoire. Les Trois Mousquetaires, ce n'est pas seulement une épopée historique, ils sont une célébration de l'esprit humain, de sa capacité à se réinventer, à affronter l'adversité avec panache. Dumas nous enseigne à ne jamais baisser les bras, à continuer de vivre avec passion et intensité malgré les difficultés. Dans le monde actuel où tant de jeunes se sentent parfois découragés face aux incertitudes économiques, sociales, personnelles, D'Artagnan et les mousquetaires doivent nous inspirer. Ils nous rappellent que même face aux complots les plus sombres, à la trahison, à la peur de l'échec, il est toujours possible de trouver la force en soi pour aller toujours de l'avant. Comme D'Artagnan qui arrive à Paris sans le sou mais avec une détermination sans faille, chaque individu peut, avec du courage et de la persévérance, tracer son propre chemin, triompher des obstacles et atteindre des sommets insoupçonnés. Il est d'ailleurs frappant de voir à quel point, dans cet ouvrage, ils sont toujours à court de pognon et pourtant ne s'en soucient absolument jamais et se débrouillent toujours pour littéralement croquer la vie et le poulet à pleines dents. Un message pour la jeunesse donc. Les mousquetaires, malgré les épreuves, profitent des moments de joie, savourent le vin, l'amitié, l'amour, sans tomber dans les péchés. Non, oubliez cette phrase, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Non, donc ils profitent des moments de joie, savourent la vie pleinement, que ce soit l'amitié ou l'amour. Leur capacité à vivre pleinement, à savourer l'instant présent tout en gardant le regard fixé sur des idéaux plus grands, voilà une leçon essentielle pour notre époque. Nous vivons une ère où les distractions numériques, les angoisses de l'avenir et les pressions sociales peuvent nous éloigner de l'essentiel, vivre pleinement. À l'image des mousquetaires, la jeunesse d'aujourd'hui doit puiser dans cette épopée une force, une énergie, un souffle. Et vous, professeurs de collège ou de lycée, si vous avez une œuvre, selon moi, à faire lire à vos élèves, la voici et laissez-les vivre. Même si le monde moderne est complexe et parfois déroutant, il est vital de se souvenir que chaque instant est une opportunité de créer, de rêver, de construire. Dumas nous montre, à travers ses personnages, que la vie doit être vécue avec passion, engagement et courage. De l'aventure à la résilience, un terme sur lequel nous allons revenir, Les Trois Mousquetaires, c'est bien plus qu'un roman d'aventure, c'est un chant de la vie, une ode à la jeunesse éternelle, à cette énergie intérieure qui permet de surmonter toutes les difficultés. C'est d'ailleurs frappant au début du deuxième tome, 20 ans après, de voir un peu cette perte, en tout cas au début du deuxième tome, la perte de cette étincelle de vie chez D'Artagnan, alors qu'il a justement un peu perdu de vue ses trois amis. La morale est intéressante. Le message de Dumas est clair, même lorsque tout semble conspirer contre nous, il nous faut garder l'œil et l'esprit vif, le cœur vaillant et la volonté de se battre pour ce qui nous est cher. Comme D'Artagnan, apprenons à nous jeter dans la mêlée de la vie avec fougue, audace et insolence. La vraie victoire n'est pas toujours celle que l'on remporte dans le duel, mais celle de rester debout, de continuer à avancer malgré les embûches. Alors que la jeunesse d'aujourd'hui prenne exemple sur ces héros intemporels et qu'elle ose, elle aussi, écrire sa légende.
Bon, je crois que c'est raté pour les 45 minutes. Troisième partie, un article scientifique d'éducation sur la notion de l'inclusion. L'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école française fait l'objet de réflexions récentes, notamment en lien avec le concept de résilience popularisé par Boris Cyrulnik ou encore les travaux de Stanislas Dehaene en neurosciences. Selon Boris, les tuteurs de résilience qu'il définit comme des adultes référents, mais ça peut être également des amis du même âge, ça peut également se faire, mais ce sont souvent donc des enseignants, des éducateurs ou d'autres figures bienveillantes comme par exemple, figures bienveillantes, les parents, jouent un rôle clé dans l'accompagnement des enfants vulnérables, qu'ils soient en situation de handicap ou non, mais évidemment encore plus lorsque c'est le cas. Ces tuteurs aident les jeunes à surmonter les traumatismes, à se reconstruire et à développer leur potentiel, en leur offrant un cadre sécurisant, ça peut être le cas aussi dans les problèmes de harcèlement, et des interactions positives. Cela rejoint les défis actuels de l'inclusion scolaire, où des enseignants peuvent devenir ces tuteurs en soutenant non seulement les apprentissages, mais aussi la construction émotionnelle des élèves. Dans ce cadre, les recommandations pour améliorer l'inclusion scolaire sont nombreuses. Il est suggéré d'accentuer la formation des enseignants, on y revient toujours, afin qu'ils puissent reconnaître et répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant, y compris ceux à besoins éducatifs particuliers. L'accent est mis sur la coopération avec les parents, les enseignants spécialistes, et ça encore, on y revient, l'enseignement c'est la répétition, pour favoriser un environnement propice à la résilience. Cyrulnik, Boris, insiste également sur l'importance de bâtir des relations d'attachement positives pour faciliter cette résilience. Ainsi, une école bienveillante, une école plus inclusive pourrait se concentrer sur le développement d'une approche humaine et bienveillante qui soutient les élèves en difficulté, tout en stimulant leur confiance et leur estime en eux. Pardon. D'autre part, l'idée d'un accompagnement individualisé des élèves semblable à l'UPE2A pour les élèves allophones montre qu'une inclusion réussie repose sur des dispositifs souples et adaptés. Dans cette logique, le soutien de l'État est crucial pour garantir des moyens suffisants et des équipes pluridisciplinaires. Finalement, la notion de résilience pourrait être élargie à l'ensemble de la communauté éducative, encore une fois, créant une culture d'accompagnement et de bienveillance où chaque acteur joue un rôle clé dans le parcours de l'élève. En conclusion, pour améliorer encore ce système, il sera bénéfique de renforcer le lien entre l'école, la famille et les tuteurs de résilience en s'inspirant de modèles étrangers comme en Finlande, on y revient toujours, où l'inclusion scolaire repose sur une approche globale et sur des moyens alloués pour chaque enfant. Le chemin vers une école véritablement inclusive et résiliente, c'est donc un travail collectif qui doit être approfondi. Je vous l'ai dit, je viens de démarrer pour cette partie citation. Je vais vous refaire une double citation, vous refaire ce plaisir de vous faire 2 citations pour le prix d'une, voire même 3, puisque j'en ai donné une qui m'est revenue en mémoire au moment où je démarrais sur Dumas et les Mousquetaires. Donc comme j'ai pour objectif de commencer à mieux improviser, je l'ai ressorti puisque j'aime beaucoup les citations, je trouve ça très intéressant, même si encore une fois, comme pour l'art sartorial et l'élégance masculine, il faut savoir faire la distinction entre sortir bêtement des citations pour se prétendre intelligent en soirée mondaine, ce qui de toute façon n'est pas mon cas, étant un oiseau fort sauvage, ou plutôt un loup fort sauvage, un loup oméga légèrement solitaire. Bref, double citation tiré de Dumas et donc du début du 2e tome que je suis en train de relire. Je suis en train de me refaire 20 ans après, avant, comme je vous l'ai dit, de lire pour la première fois de ma vie le Vicomte de Bragelonne, je crois, de mémoire. Donc celui-là, je ne l'ai jamais lu. Je vous en ferai un retour. Voilà. Première citation donc. On fait mal les grandes choses avec de petits moyens.
phrase prononcée par D'Artagnan au début de cet ouvrage, qui, il me semble, est intéressante. À un moment, il faut arrêter de faire dans la demi-mesure et se sortir les doigts du cul, n'est-ce pas, pour être capable de faire de grandes choses. Alors vous pourriez arguer et contre-argumenter en me disant que dans ce cas-là, peut-être devrais-je sortir de l'anonymat pour faire de grandes choses. Mais il me semble au contraire que je dois, pour le moment du moins, préserver cet anonymat pour faire toutes les grandes choses que je souhaite faire et tente de faire au quotidien dans les autres projets de ma vie. Et que, surtout avec, encore une fois, même si je ne devrais pas y revenir aussi souvent, c'est pas le but, on dirait que je fais ouin-ouin, mais avec pour l'instant l'audience légèrement décevante de cette émission, je ne vois pas bien l'intérêt de sortir de l'anonymat, même si j'apprécierais les combats que cela pourrait mener. Et en même temps, je me dis que les combats menés, ce ne seraient pas de beaux combats en duel à l'épée noble, mais d'abrutissants débats juridiques, n'est-ce pas ? Deuxième citation. N'y passons pas 1 heure, puisque nous sommes bientôt justement à 1 heure de podcast, moi qui voulais rester aux alentours de 3/4 d'heure. Je crois n'avoir jamais réussi à tenir mon temps, moi qui gère pourtant plutôt bien le temps lorsque je suis en classe. En podcast, pour le moment, je n'y parviens pas. Deuxième citation donc, en entrant à la Bastille, on cesse d'être un homme et on devient un numéro. Et là, je vais me permettre un parallèle. Alors, cette citation, déjà, c'est Dumas qui l'écrit, c'est pas... Enfin, évidemment, les autres, c'est Dumas également, mais ça ne sort pas de la bouche d'un de ces personnages. Là, c'est directement Dumas. Et cette citation me semble très belle d'une part, et intéressante puisque combien de fois ai-je regretté lorsque j'étais moi-même élève que cette impression extrêmement désagréable pour moi, alors peut-être que c'était une question d'ego que je n'ai jamais su mettre de côté, mais je le revendique tout à fait fièrement, que j'ai toujours absolument détesté cette impression malsaine et désagréable de me sentir comme simplement un numéro sur les bancs de l'éducation nationale ou encore lorsque j'étais étudiant. C'est comme lorsque vous vous retrouvez à la poissonnerie et qu'on vous appelle avec votre ticket sur lequel il y a juste un numéro. Vous perdez votre identité, vous n'avez qu'un numéro. Et si j'allais encore un peu plus loin, c'est comme la notion de justice aveugle qui vous considère comme un numéro en oubliant tout ce que l'on n'oubliait pas au Moyen-Âge, c'est-à-dire votre réputation. Et donc le fait que justement vous n'étiez pas juste un numéro, mais un citoyen réellement qui avait une antériorité, des antécédents, l'antériorité et même les ancêtres si on va un tout petit peu plus loin, encore quelque chose que l'on oublie aujourd'hui. Dernière partie, un petit mot, toujours tiré de l'œuvre de Dumas. C'est un peu notre spécial que j'avais promis sur Dumas, mais j'y reviendrai peut-être lorsque j'aurai vraiment bien en mémoire, bien en tête, l'ensemble des 3 tomes et l'ensemble de cette œuvre. Alors non pas de l'œuvre de Dumas qui est absolument immense comme l'était le bonhomme, à tous les points de vue. Un bonhomme que j'admire tout particulièrement et il n'y en a pas tant que ça. Donc un mot que vous connaissez mais peut-être pas sous la définition de l'époque et dans l'œuvre de notre cher Alexandre. Un partisan. Vous savez ce que c'est qu'un partisan ? C'est un membre du parti. Mais justement, allons un peu plus loin que ça. C'est un combattant volontaire ayant pris parti et n'appartenant pas à une armée régulière. Et si on renversait très légèrement les termes de cette définition, en s'imaginant combattant volontaire n'ayant aucun parti, mais rejoignant une armée qui a un objectif commun de retrouver le goût de la vie. Méditez légèrement ceci, je pense que cela pourrait être intéressant.
Parents, votre rôle est d'inculquer à vos enfants des valeurs saines, de les laisser être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran, etc., de communiquer avec leurs enseignants et l'ensemble de la communauté éducative qui les entoure. Notre rôle à nous, enseignants, il est bon de le rappeler, c'est d'aider à la formation des valeurs saines et encore une fois, naturelles. Plus tard, majeures, nous pourrons les laisser faire leur choix personnel en responsabilité, mais notre rôle est de protéger l'enfance dans son innocence, et battons-nous pour cela, sans les faire entrer trop tôt dans de quelconque clivage, quel qu'il soit. Je vous répondrai toujours deux faces d'une même pièce, que des idées destructrices pour les enfants, leurs âmes et nos âmes, et cela je n'hésite pas à l'affirmer. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de cette communauté éducative que nous devons retrouver soudée, et apprenons-leur enfin, ce sera notre plus bel objectif, l'objectif de notre vie, apprenons-leur à savoir devenir. Je redis en espérant l'avoir transmis au travers de cet épisode, discutons de tout, révisons nos opinions si nous en ressentons le besoin, si nous sommes convaincus par d'autres, mais ne laissons pas nos valeurs se ternir, celles-ci doivent rester les mêmes, et notre goût pour la vie doit redevenir plus ardent que jamais. Vous pouvez me suivre, même si cela ne sert pas à grand-chose, sur Instagram, et n'hésitez pas à commenter ce podcast, je vous en remercie. Force, intelligence, culture, spiritualité, nature, honneur. N'oubliez pas que rien ne sert d'être gauche. Sans cesse, il nous faut faire preuve de droiture. Soutenez-vous le vocabulaire millénaire de Kalos Kagatos, de l'harmonie, de l'équilibre, du respect des ancêtres, même dans les erreurs qui devraient nous permettre de grandir. Ou le gauche vocabulaire de la gauche, molle physiquement comme mentalement, qui n'a que 20 à 60 années d'existence au maximum. Choisis ton camp, camarade, si tu respectes tes ancêtres, tu ne devrais point avoir la prétention de tout savoir mieux qu'eux.